Jessica Mitford était l'avant-dernière des 6 sœurs Mitford. Dès son adolescence, elle s'est définie comme un esprit rebelle. Réagissant contre les sympathies fascistes de sa famille, il part combattre pour la cause communiste pendant la guerre civile espagnole. Après cela, elle a déménagé en Amérique, où elle s'est imposée comme l'une des grandes journalistes d'investigation du XXe siècle. Suivez-moi pour découvrir son histoire. Jessica Lucy Freeman Mitford, qui serait connue sous le nom de Decca par ceux qui la connaissaient depuis ses premières années, est née le 11 septembre 1917 à Astor Manor dans l'Oxfordshire. Le père de Jessica était David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, deuxième baron Ridsdale, tandis que sa mère était Sydney Bowles, qui venait d'une famille politique et d'affaires éminente qui avait fondé des magazines de renom. Par conséquent, Jessica venait d'une famille impliquée dans l'écriture et l'édition, des origines qui allaient en profondément marquer sa vie. Jessica est aussi née dans une famille nombreuse. Elle avait 4 sœurs aînées, Nancy, Pamela, Diana et Unity, et un frère, Tom, tandis qu'une autre sœur, Deborah, est née en 1920. Jessica et ses frères et sœurs ont grandi dans un environnement familial plutôt dysfonctionnel. Leurs parents excentriques les ont surtout instruits à domicile. Cependant, au moment où Jessica est née, cette idée avait été quelque peu assouplie. Jessica a reçu une éducation formelle limitée, bien qu'elle ait été en grande partie autodidacte dans une large mesure, tant dans ses lectures que dans ses opinions politiques. Au début des années 30, alors que Jessica atteignait l'adolescence, la famille Mitford devenait de plus en plus divisée politiquement. Les sœurs Mitford du milieu, Diana et Unity, ainsi que leur unique frère Tom, étaient en des partisans du fascisme. De plus, lorsque Diana a entamé une relation avec Oswald Mosley, le chef de l'Union britannique des fascistes en 1932, les liens familiaux avec le mouvement fasciste britannique sont devenus très concrets. Alors qu'à partir de 1933, Diana et Unity passaient de plus en plus de temps en Allemagne. Elles assistaient à des rassemblements nazis et fréquentaient Hitler et les autres dirigeants du parti nazi. Cela se manifestait à la maison, dans l'Oxfordshire, où Jessica et Unity, qui étaient très proches en âge, sont devenues antagonistes à mesure que Jessica favorisait davantage le socialisme et le communisme, l'ennemi idéologique du fascisme. En conséquence, elle était surnommée la brebis rouge de la famille. Au printemps de 1937, Jessica, à seulement 19 ans, a fait la une des journaux britanniques. Peu de temps avant cela, elle avait rencontré et était rapidement tombée amoureuse d'Esmond Romilly, un socialiste britannique, antifasciste et neveu par alliance de Winston Churchill, futur Premier ministre et chef de guerre britannique. Mitford et Romilly faisaient en la une ce printemps-là, s'étant enfuis de Grande-Bretagne pour soutenir le mouvement communiste et républicain en Espagne durant la guerre civile contre les nationalistes, qui finirait par tomber sous le commandement absolu du général Francisco Franco. Jessica et Esmond sont arrivés en Espagne plus tard ce printemps-là, où ils sont restés, même avec l'envoi d'un navire de guerre britannique dans la région pour tenter de ramener la fille d'un aristocrate britannique et le neveu par alliance de l'une des principales figures politiques du pays. Cependant, une fois que leurs visas espagnols ont été menacés de révocation, ils ont accepté de repasser la frontière vers la France. Là-bas, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile à Bayonne le 18 mai 1937. Le jeune couple est resté un temps en France, espérant retourner en Espagne pour rendre compte de la guerre. Mais ils ont finalement dû abandonner cet objectif. Ils sont donc retournés à Londres, où Esmond a travaillé sur un mémoire intitulé Boadilla, un récit de son temps passé avec la brigade anglaise, combattant aux côtés des communistes en Espagne en 1936, avant que Jessica l'accompagne dans ses déplacements. Là-bas, ils vivaient dans l'East End, dans un appartement qu'un ami d'Esmond leur avait fourni. Tragiquement, une fille nommée Jessica, comme sa mère, qui est née en décembre 1937, est morte en mai suivant lors d'une épidémie de rougeole à Londres. Jessica et Esmond ne sont pas restés longtemps en Angleterre après leur retour. En février 1939, ils ont émigré aux États-Unis où ils ont mené une vie itinérante et presque sans le sou, malgré leur origine aisée. Finalement, ils ont emménagé à Greenwich Village, New York, qui était déjà en train de se forger une réputation de haut lieu de la bohème dans le sud de Manhattan. Là, Jessica a brièvement trouvé du travail dans une maison de couture, tandis qu'Esmond tentait de trouver un emploi comme journaliste.
Cette brève période a été interrompue lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en Europe en septembre 1939, alors que les fascistes que Jessica avait déplorés faisaient la guerre à son pays. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Esmond s'est immédiatement rendu au Canada pour s'engager dans l'aviation royale canadienne. Jessica a vécu les premières années de la guerre avec Virginia et Clifford Durr, deux militants des droits civiques qui vivaient à Washington DC. Là-bas, Dec a donné naissance à une fille qu'elle a appelée Constanza en février 1941. Malheureusement, le père de Constanza mourait avant son premier anniversaire. Esmond a été porté disparu au combat alors qu'il participait à un raid aérien contre la ville de Hambourg, en Allemagne, le 30 novembre 1941. On suppose que son avion a disparu au-dessus de la mer du Nord. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Jessica a réagi à la disparition de son mari en se plongeant dans le travail, en faisant du bénévolat auprès de nombreuses organisations aux États-Unis, alors que le pays entrait en guerre une semaine seulement après la mort de Romilly, suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Durant cette période, elle a rencontré Robert Troy Huff, un diplômé en droit de Harvard qui s'est engagé dans le mouvement des droits civiques avec elle même avant la fin de la guerre. Le mouvement prenait de l'ampleur à cette époque, alors que les leaders des droits civiques soutenaient que les Afro-Américains devaient avoir des droits égaux aux États-Unis, lorsqu'ils commencèrent à rentrer d'Europe et du Pacifique après la guerre, après s'être battus pour leur pays. Jessica et Troy Huff se sont mariés en 1943, et elle est devenue citoyenne américaine l'année suivante. Ils ont eu 2 fils peu après. Nicolas est né en 1944, Benjamin est né en 1947. Malheureusement, Nicolas est décédé alors qu'il était encore enfant en 1955, après avoir été renversé par un bus. À l'époque, ses parents étaient très engagés dans le mouvement des droits civiques en Amérique, et ils avaient également rejoint le Parti communiste des États-Unis, affiliation politique devenue très dangereuse lors des chasses aux sorcières anticommunistes menées par le sénateur Joseph McCarthy dans les années 50. En tant que mère, Jessica laissait clairement beaucoup à désirer. Interviewée en 2006, ses enfants, Constanza de son mariage avec Romilly et Benjamin, né de son union avec Troy Huff, ont déclaré qu'elle n'était pas une mère négligente, mais que son travail avait toujours primé sur la maternité. Elle avait peu de temps pour les subtilités de l'éducation des enfants et n'était pas vraiment une femme au foyer, rarement occupée aux tâches ménagères ou à la cuisine. Ses enfants l'appelaient Deka plutôt que maman, tandis que Benjamin affirmait avoir été principalement élevé par sa demi-sœur aînée plutôt que par sa mère. Sa manière d'éduquer ses enfants était loin d'être parfaite. Jessica s'est révélée comme écrivaine après la guerre. Elle a contribué à de nombreuses publications dans les années 50 avant de publier son premier livre en 1960, un célèbre récit autobiographique intitulé Hans Hansen Rebelle. Ce récit autobiographique de son éducation l'a présenté en train de protester contre le penchant croissant de sa famille pour le fascisme.
Dans un passage mémorable, elle décrit sa sœur Unity gravant des croix gammées sur les fenêtres du manoir de l'Oxfordshire dans les années 30, par-dessus lesquelles Jessica a ensuite gravé la faucille et le marteau soviétique. Les mémoires sont devenus un classique, salué par des personnalités telles que Christopher Hitchens et J.K. Rowling. Les années 60 ont été une période remarquable dans l'histoire des États-Unis et dans la vie de Jessica Mitford. Tout a commencé pour elle avec des rencontres avec le Ku Klux Klan, les Freedom Riders et Martin Luther King en 1961. Lors d'un voyage de recherche à Montgomery, Alabama, un des sites majeurs du mouvement des droits civiques en cours, Mitford et un ami ont rencontré un groupe de Freedom Riders, des militants des droits civiques qui parcouraient les villes américaines en bus pour mobiliser le soutien en faveur de la fin de la ségrégation entre les Noirs et les Blancs dans les États du Sud. Peu de temps après, le groupe a été attaqué par une branche du Ku Klux Klan, après quoi Mitford s'est rendu à un rassemblement où Martin Luther King était l'orateur principal. Le Ku Klux Klan a encore envoyé un groupe pour troubler le rassemblement, offrant à Mitford une introduction marquante au Sud et à sa politique. Peu de temps après, l'attention de Mitford fut détournée du Sud des États-Unis vers l'industrie funéraire américaine. Elle a commencé à enquêter sur les aspects les plus néfastes d'une industrie qui prétendait aider les personnes en deuil, mais que Mitford en est venu à considérer de plus en plus comme les exploitants. En 1963 parut un nouveau livre intitulé « La mort à l'américaine ». Dans celui-ci, Mitford affirmait que les directeurs de pompes funèbres américains exploitaient en le choc et la peine des endeuillés, pour convaincre les familles et les proches des défunts de payer pour une série de services dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Cela allait de services funéraires somptueux et de cercueils ornés à la mise à disposition de conseillers en deuil. Un aspect particulièrement frappant de cela était sa description des pratiques mortuaires, jugée tellement explicite selon les normes des années 60 que Jessica a d'abord eu du mal à trouver un éditeur. Elle a également décrit en détail la manière dont les familles en deuil se voyaient tant vendre des vêtements de créateurs pour habiller les défunts, et tout, des cosmétiques coûteux et des soins esthétiques jusqu'au blanchiment des dents, étaient ajoutés aux factures. Les recherches de Mitford, méticuleuses, s'appuyaient sur des dossiers consultés dans des salons funéraires et bureaux d'archives d'État à travers le pays. Le livre est ensuite devenu un best-seller et a conduit à une audition au Congrès à Washington, D.C. pour délibérer sur la nécessité de réglementer plus strictement l'industrie funéraire à travers le pays. Avec la publication de Haunts and Rebels et de La mort à l'américaine, Jessica est une figure littéraire reconnue et une commentatrice sociale aux États-Unis. Elle est donc devenue une rédactrice régulière pour de nombreuses publications telles que l'Atlantic Monthly et Vanity Fair. De nombreux articles de Decca critiquaient les entreprises américaines, faisant d'elle une des principales journalistes d'investigation de son époque. D'autres articles traitaient de la guerre du Vietnam, de la conscription et du système carcéral, qui déjà à l'époque s'étendait pour devenir le complexe industriel carcéral de la fin du XXe et du début du XXIe siècle en Amérique. Ce dernier reportage avait été publié sous forme de livre en 1973, intitulé « Kind and Unusual Punishment », le business des prisons. Elle a également publié de nombreux autres livres au fil des années, dont Le procès du Dr Spock, The Making of a Muckraker et The American Way of Birth, entre autres. Decca a aussi enseigné dans divers établissements dès la fin des années 60, notamment à l'Université d'État de San José, non loin de San Francisco, où elle avait vécu avec ses 2 enfants survivants et son second mari, la plupart du temps depuis le milieu des années 40. Ce dernier poste est devenu une cause célèbre en 1973, lorsque Mitford a refusé de se plier à une demande exigeant que tout le personnel prête serment d'allégeance à la Constitution des États-Unis. Ce qui, combiné à sa position connue en tant que communiste éminente dans les années 50, a provoqué des manifestations sur le campus pour ou contre son maintien comme enseignante. En 1977, elle a publié un second volume de mémoires intitulé A Fine Final Conflict, qui relatait surtout ses expériences comme membre du mouvement communiste américain dans les années 40 et 50. Un mouvement qu'elle avait depuis quitté et qu'elle critiquait à bien des égards.
Decca avait aussi un côté plus léger. Dans les années 70, elle a sorti plusieurs albums, tandis que ses passages télévisés dans les années 80 révélaient un de son côté enjoué et plein d'esprit, malgré le sérieux des sujets qu'elle avait abordés dans son travail au fil des décennies. Dans les années 90, elle est tombée malade d'un cancer du poumon et a finalement succombé à la maladie à l'été 1996, à l'âge de 78 ans. Ses dernières volontés, fidèles à ses critiques de l'industrie funéraire au fil des ans, étaient d'avoir une cérémonie peu coûteuse. Lorsque les frais de crémation ont été exclus du calcul, cela n'a coûté que 58 $. Ses cendres ont été dispersées en mer. Une cérémonie commémorative a eu lieu à San Francisco, où des orateurs célèbres ont salué son humour mordant et son anticonformisme de toujours. Au moment de sa mort, le San Francisco Chronicle a écrit « Dans cette ère de diversité étrangement fade, elle était un oiseau des plus rares, une créature exotique qui chaque matin devenait le soleil autour duquel des milliers de vies gravitéantes. Elle laisse derrière elle son mari Robert Troy Aff, qui est décédé 5 ans plus tard, et par ses enfants Constanza Romilly et Benjamin Troy Aff. Tous deux encore en vie au moment de la réalisation de cette vidéo et qui ont respectivement 82 et 75 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Jessica Mitford. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce que j'ai fait dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires. C'était l'avant-dernière sœur Mitford. Bientôt, la dernière vidéo sur Deborah Mitford sera disponible. Toutes les autres vidéos sur les sœurs Mitford sont déjà sur la chaîne. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur mise en ligne. C'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Life. Merci.